Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Do you speak English fluently? Yes. Each time the Russian army 3 techniques simples pour apprendre l'anglais. Progresses by 1 square kilometer. Muslim, catholique. Be proud of you. Sur CNews, c'est dit que les Arabes et les Noirs sont méchants et qu'il y en a trop en France. C'est véridique, les gens disent ça. I am happy, you know. 1. Changer la langue de tous tes appareils électroniques. We are in the light. 2. chose, c'est d'écouter des podcasts en anglais. Because I am obliged to do that. 3. chose, regarder des séries en VO. Mr. Trump is so stupid, my God, my God. Nous sommes en guerre. Et oui, Mr. Trump is so stupid, c'était Anne Hidalgo, la maire de Paris que le monde entier nous envie. Nous sommes en guerre, disait déjà Emmanuel Macron il y a 4 ans. Eh bien oui, la guerre à tout niveau, à tous étages. Bas bruit, haut bruit, la guerre qui se dit, la guerre qui se cache et la guerre qui est là se fait avec ses morts et ses blessés. Eh bien, on va en parler aujourd'hui. Nous sommes très heureux d'accueillir Arnaud Gouillon, qui est aujourd'hui ministre de la diplomatie publique et culturelle serbe. Il est ministre de Serbie. Et il va nous parler de son itinéraire, mais surtout de ce qui se passe aujourd'hui. C'est intéressant parce que on parle toujours des points de vue de la Russie, des points de vue de l'Ukraine, des points de vue de la Pologne et autres. Et puis la Serbie, c'est presque abonné absent dans nos médias, etc. Pourquoi ? Alors qu'il y a beaucoup de choses à dire et qu'elle est au cœur de ce qui s'est passé. Rappelez-vous, un certain 1999, on va en parler. Et puis, on va en parler aussi d'autres guerres. La France Insoumise veut abroger le délit d'apologie du terrorisme. Ah bon, pourquoi ? Oui, elle dit non, c'est pas du pénal, ça doit revenir au droit de la presse. On va en parler avec notamment Jacques Miard, qui est maire LR de Maison Lafitte. Et puis la censure. Ah, ça, on adore ça. Hein. Il y a un certain nombre de gens qui veulent en permanence renvoyer la censure. Ça leur plaît, la censure, c'est bien. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, évidemment, vous êtes sulfureux et il faut soit vous éliminer, soit vous rééduquer. Et puis la version de la presse algérienne sur Boualem Sansal, on en parlera très longuement demain de l'arrestation de Boualem Sansal et de l'emprisonnement de Boualem Sansal. Il faut savoir qu'il a été arrêté et emprisonné par les autorités algériennes. Pourquoi ? On en parlera demain, mais déjà on va montrer les réactions de la télévision officielle algérienne. Ça vaut son pesant, effectivement. Et puis 2 millions de signatures pour des élections générales en Angleterre. Un record absolu et historique. En 24 heures, 2 millions d'Anglais ont voté pour qu'il y ait des élections générales et voté évidemment contre l'actuel ministre, le Premier ministre Keir Starmer. Voilà, ça bouge partout. Et enfin, en seconde partie d'émission, on va parler des mots. Sommes-nous en mauvais termes avec les mots ? Philippe Joseph Salazar, il sera en direct d'Afrique du Sud. C'est un grand rhétoricien, un grand universitaire. Et il va expliquer comment les mots des démagogues prennent le pouvoir. Ça nous occupe évidemment totalement. À tout de suite. Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Sud Radio. Russie, vous parlez d'Ukraine, vous parlez de tout ce qui se passe en ce moment, de l'envoi de missiles à longue portée, de l'envoi de soldats, peut-être français, anglais, de l'envoi de volontaires culturels. Il faut en parler, c'est intéressant, parce qu'il est né le 26 ans. C'était là. Et puis d'aller... Tout d'abord, bonjour André Berkov et merci de me recevoir aujourd'hui. Évidemment que l'année 1999 marque un tournant dans la vie de la Serbie, dans la vie des Serbes qui ont été bombardés durant 78 jours par l'OTAN. Et à mon petit niveau, sans aval du Conseil de sécurité de l'ONU, sans mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, je pense qu'on y reviendra après, ce qui fait que cette intervention de l'OTAN était illégale évidemment, et c'était 19 pays de l'OTAN contre la Serbie. Le rapport de force était 1 contre 900.
je pense que depuis les Thermopyles, on n'a pas eu de telles différences en termes de capacité et de force en présence. Et vous étiez adolescent à ce moment-là? Moi, j'avais 14 ans à cette époque. Ouais. Et je me souviens que mon père à la maison, mon grand-père aussi, qui vivait avec l'amitié franco-serbe depuis longtemps, et ils aimaient l'histoire, et ils savaient que les Serbes et les Français étaient alliés durant la Première Guerre mondiale. Ils savaient que le futur roi de Serbie, Pierre Karađorđe, s'était engagé volontairement en 1870 du côté de la France dans la guerre contre la Prusse. Et ils savaient que c'est un vieux peuple allié des Français qui était bombardé de manière illégale, de manière inacceptable, dans une guerre que l'on a appelée guerre humanitaire. On ne comprenait pas comment on pouvait faire de l'humanitaire en lâchant des bombes sur un peuple allié. Et c'est vrai que très tôt, j'avais conscience, grâce à ces discussions avec mes parents qui essayaient justement de nous expliquer ce qui se passait loin de la France, mais finalement c'était pas si loin que ça, c'est 2 heures en avion de Paris, que c'est quelque chose d'anormal et qu'il faut être solidaire. Quand mon père décrivait les Serbes comme, vous savez, ce petit village d'Astérix qui résiste face à un monde uni contre lui. Et c'est vrai que ces Serbes, en 1999, nous ont épatés, ébahis par leur courage de défendre leur culture, leur terre du Kosovo-Metochi, leur identité, malgré la terrible agression dont ils étaient victimes. Et alors, donc, il y a eu effectivement la création du Kosovo à ce moment-là, on va en parler, qui n'a pas été jusqu'ici, le Kosovo n'est pas reconnu par tout le monde, si j'ai bien compris. Alors, le Kosovo, pour expliquer brièvement à nos auditeurs, c'est la province sud de la Serbie, c'est environ 10 800 km², c'est à la taille d'à peu près 2 départements français. C'est le berceau historique de la nation serbe. Le Kosovo, c'est à la Serbie un petit peu ce que la Seine-Saint-Denis est à la France, avec les plus vieilles basiliques, avec les tombeaux des rois. C'est une terre d'Europe avec la plus grande densité d'édifices chrétiens. C'est le Kosovo. Au Kosovo. Et en 1999, une guerre a éclaté entre les milices indépendantistes de l'UÇK, organisation classée comme terroriste, même par les États-Unis jusqu'en 1998, organise des attentats contre les policiers, mais aussi contre les civils. L'initiative de cette guerre est venue des États-Unis. Vous voulez dire des bombardements de la Serbie? Oui, bien sûr. Ça a été initié par les États-Unis, ça a été suivi par 19 pays de l'OTAN, de manière totalement inacceptable. Et surtout, ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que le bombardement officiellement avait lieu pour bloquer la guerre qui se déroulait au Kosovo. Mais les cibles de ce bombardement étaient des cibles civiles, et pas au Kosovo, dans tout le reste de la Serbie. On a détruit les ponts à Belgrade, les ponts à Novi Sad. On a détruit, par exemple, le 30 mai 1999, pour illustrer. Il est 13h25 ce jour-là. C'est le jour de la Sainte Trinité. C'est une fête de la ville de Varvarine. C'est un jour où il y a énormément de monde autour du marché. Le pont est visé en pleine journée par des missiles et une frappe aérienne terrible qui détruit le pont, qui tue sur place 10 personnes, qui en blesse 30 autres. Le prêtre Milivoje, qui sortait de son église après la liturgie, a été décapité par un éclat d'obus. Et aujourd'hui encore, les villages aux alentours et les rues qui sont situées à proximité de ce pont bombardé, puisqu'il a été bombardé à l'uranium appauvri, il y a des cas de cancer qui se répandent comme la grippe en hiver. Donc c'est absolument effroyable et on ne voit pas vraiment ce qu'il y avait d'humanitaire dans ce bombardement. Alors c'est ça qui a créé quand même le Kosovo. Et c'est ça qui a entraîné ensuite... En réalité, suite à ces bombardements, il y a eu les accords de Kumanovo en 1999. Et selon ces accords et selon la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a mis fin au combat et qui a permis aux troupes de la KFOR de l'OTAN de rentrer au Kosovo, officiellement, le Kosovo est toujours partie intégrante de la République de Serbie. Au regard du droit international, et aujourd'hui moins de 100 pays, essentiellement des pays occidentaux, reconnaissent l'indépendance du Kosovo. Parmi les pays de l'Union européenne, 5 pays ne reconnaissent pas l'indépendance du Kosovo. C'est la Roumanie, c'est l'Espagne, c'est Chypre, c'est la Slovaquie et c'est la Grèce. La France l'a reconnu. La France l'a reconnu parmi les premiers pays en 2008. Je crois que c'était Bernard Kouchner qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères. D'accord, on va justement parler de cela parce que
Et on a beaucoup dit depuis l'offensive, l'offensive russe, effectivement, l'attaque russe sur l'Ukraine en mars 2022. Mars 2022, ça fait plus de 2 ans et demi, presque, ça va faire 2 ans et demi et plus. On a beaucoup dit que l'acte premier, c'était justement ce bombardement qui n'avait pas l'aval des Nations Unies, qui a eu lieu, etc. À votre avis, pourquoi? Est-ce qu'il y a une espèce, non pas d'homothétie, entre ce qui se passe aujourd'hui, depuis 2 ans et demi, entre l'Ukraine et la Russie, et ce qui s'est passé en Serbie? Comparaison n'est pas raison, mais pourquoi on dit que c'est vraiment l'acte, je dirais pas fondateur, mais ce qui permet de comprendre le reste? Vous savez, je crois que la boîte de Pandore, et c'est ce qu'a dit le président de la Serbie, Vučić, Aleksandar, la boîte de Pandore n'a pas été ouverte en février 2022 lors du début de la guerre en Ukraine. Elle a été ouverte en 1999 avec ces bombardements illégaux et malheureusement, et en 2008, lorsque les Albanais du Kosovo, qui font sécession, ont proclamé de manière unilatérale leur indépendance. Et que cette indépendance, au mépris du droit international, au mépris de la Charte des Nations Unies et au mépris de l'acte final d'Helsinki sur l'inviolabilité des frontières, a été reconnue par la majorité des pays occidentaux. Ces mêmes pays occidentaux qui, aujourd'hui, appellent au respect du droit international et à la souveraineté de l'Ukraine. Et ils ont peut-être raison de le faire. Et la Serbie reconnaît évidemment l'intégrité territoriale. Alors justement, je reviens. Pourquoi vous dites que le lien est là? En quoi le lien est là? Vous savez, même Vladimir Poutine, lorsque on lui a reproché d'avoir pris la Crimée à la Russie, a dit « Oui, mais vous, les Occidentaux, vous ne pouvez pas donner de leçons parce que vous avez pris le Kosovo à la Serbie. Et la Serbie a une position, puisque je parle au nom du gouvernement de Serbie aujourd'hui, a une position très claire. Et quelques jours après le début de la guerre, notre Conseil de sécurité nationale s'est réuni et a établi un plan en 15 points. Le premier de ces points, c'est condamnation de l'acte unilatéral d'envahir l'Ukraine. Le deuxième point, c'est respect de l'acte russe envers l'Ukraine. Voilà. D'accord. Respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, tout en rappelant à ceux qui appellent à travers la planète à ce respect, à respecter également l'intégrité territoriale de la Serbie. Il ne peut pas y avoir 2 poids, 2 mesures. Les principes et les valeurs internationales doivent être respectées de partout, sinon c'est la loi du plus fort. Et c'est malheureusement ce dont on témoigne aujourd'hui. Et troisième chose, c'est que la politique de Serbie sera une politique souveraine, indépendante, qui ne respectera que nos intérêts nationaux. Et c'est la raison pour laquelle la Serbie est le seul pays européen à ne pas avoir pris de sanctions à l'encontre de la Fédération de Russie, parce que nous estimons que ce n'est pas dans notre intérêt national de le faire. C'est pas la Hongrie aussi, non, je crois? Non, la Hongrie, en tant que membre de l'Union européenne, avait pris quelques sanctions. La Serbie n'a pas pris de sanctions. Sur les 2000 paquets de sanctions qui ont été appliqués à la Russie, la République de Serbie n'en a pris aucune. Alors on va en parler juste après cette petite pause. On va parler un peu de cela, un peu du climat qui règne là, et justement des problèmes d'indépendance, de souveraineté, parce qu'ils sont au cœur de ce qui se passe aujourd'hui en Europe et ailleurs. André Berkoff reçoit aujourd'hui Arnaud Gouillon, ministre serbe de la diplomatie publique et culturelle. Et si vous avez une question ou si vous voulez réagir, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Renault. Renault Car Service m'offre 30 € sur l'achat et la pose d'une batterie neuve. Est-ce que ça compte? Oui. Oui, parce qu'une batterie, on n'a pas envie qu'elle nous lâche, on n'a pas envie de tomber en rade au petit matin. Et puis celle-ci est garantie 3 ans, et l'ancienne est recyclée. Alors, qui mieux que Renault peut entretenir ma Renault? Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Prix conseillé réservé aux particuliers. Conditions et rendez-vous sur Renault.fr ou l'appli MyRenault. Numéro 1, source l'Automobile Magazine 2023. Hier, Sarah enchaînait les contrats pour boucler ses fins de mois. Aujourd'hui, elle bénéficie d'une situation plus stable et d'une meilleure rémunération. Demain, elle pourra obtenir d'autres avantages pour elle et sa famille. Employée à domicile, comme Sarah. Votez pour le syndicat qui fera valoir vos droits du 25 novembre au 9 décembre, par courrier ou en ligne, sur élection-tpe.travail.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement. Écoutez Sud Radio Rouen en DAB+. Sud Radio. Le Black Friday avec Intersport. Salut l'équipe.
ce serait pas le moment de se mettre à l'électrique? Avec 500 € de remise sur notre vélo Nakamura, il n'y a pas meilleur moment. Allez hop, tout le monde en selle. Chez Intersport, jusqu'au 2 décembre, le VTC électrique Nakamura Crossover Native XV Limited est à 1599,99 € au lieu de 2099,99 €, soit 500 € de remise. Intersport. Il parle effectivement d'une Russie qui veut aller de plus en plus avant. Et puis, on écoute aussi un ancien ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner. Voici ce qu'il disait sur LCI. Non, je ne sais pas. Des troupes au sol. À des troupes qui défendraient fermement, oui, les troupes au sol, peut-être à la frontière, mais montrer que nous sommes prêts à défendre cette démocratie naissante, cette démocratie affirmée, et en temps de guerre, c'est encore plus difficile. Oui, je pense que c'est pas facile à dire, de déclencher la guerre pour son propre pays. C'est pas facile. Ça veut dire que ça va coûter des sacrifices. Alors, ça va coûter des sacrifices. D'ailleurs, c'est intéressant, il parle de démocratie naissante et puis affirmé dans la même phrase. Mais justement, Arnaud Gouillon, comment la Serbie, puisque je parle en tant que... Vous parlez au nom du gouvernement serbe, bien sûr, mais comment on considère cela? Parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui disent, oui, écoutez, il ne faut pas provoquer, d'ailleurs Stolz, le chancelier allemand l'a dit il y a encore 2 jours, pas beaucoup de guerre entre la Russie et l'OTAN, il faut faire tout pour arrêter. On sait que les discussions que Donald Trump, président des États-Unis à partir du 20 janvier, dit il faut absolument arrêter les hostilités, il faut arrêter ces morts, etc. Comment vous considérez-vous la chose? Comment c'est vécu en Serbie? Vous savez, le président Vučić était justement hier sur la BBC et une question similaire lui a été posée. Et sa réponse était claire et c'est la même réponse que nous avons depuis maintenant 2 ans, c'est que nous souhaitons la paix. Alors je sais que en Occident notamment, parler de paix c'est parfois être un dissident, mais nous pensons que la paix c'est mieux que la guerre. Et que pour obtenir la paix, nous avons besoin de négocier. Et que le principe de base des négociations, c'est qu'aucune des 2 parties en conflit ne gagne tout ou ne perde tout. Il faut un compromis. Et tant que l'on n'aura pas compris ça, la guerre continuera. Et cette guerre est problématique, évidemment, pour ces centaines de milliers de victimes du côté ukrainien, du côté russe. C'est mauvais pour l'Europe également. Nous le sentons au niveau de la Serbie. Cette guerre nous pose des problèmes également. Donc, quel problème, pardon, à votre niveau ? C'est pas évidemment que la guerre entraîne une récession économique, la guerre entraîne des problèmes, la guerre entraîne des pressions politiques. Nous, la Serbie, nous sommes un des rares pays à pouvoir discuter avec tout le monde, à discuter avec Washington, à discuter avec Moscou, avec Bruxelles ou avec Pékin. Et je crois que c'est important aujourd'hui d'avoir des personnalités publiques comme le président Vučić qui ont justement tous ces contacts, il est respecté de la part de tous et qui sont des faiseurs de paix. Et il faudrait un peu plus les écouter parce que je crois que le monde ne va pas dans la bonne direction à l'heure actuelle. Oui, en tout cas, on a l'impression que pour le moment, les 20 en guerre l'emportent sur les 20 en paix, en tout cas aujourd'hui. Oui, mais les choses évoluent très vite. Je crois que, et j'ose espérer que ceux qui sont pour la promotion de la paix parviendront à imposer leur voix et leur vision. En tout cas, c'est la position du gouvernement de Serbie et c'est celle que nous défendons dans les organismes multilatéraux qui existent. Alors, parlons un peu du Kosovo, justement. Où ça en est aujourd'hui? Je parle à l'intérieur, je ne parle pas de la reconnaissance par les pays étrangers, etc. Où ça en est? Vous dites, parce que vous avez dit en début d'entretien, que les principales églises, les principales lieux de culte chrétiens sont au Kosovo. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une coexistence plus ou moins pacifique, enfin, je ne vais pas dire pacifique, mais plus ou moins, entre les différentes communautés, ou c'est plus compliqué que cela? Je vais vous donner un chiffre. Depuis le début de l'année, il y a eu plus de 130 attaques contre les Serbes chrétiens du Kosovo, de la part d'extrémistes albanais, depuis janvier dernier. 14% de la population serbe du Nord Kosovo, qui est une zone attachée, qui est accolée à la Serbie centrale, 14% des familles ont fui sur ces 2 dernières années depuis que le soi-disant Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, a pris le pouvoir. Il y a des discriminations à l'emploi, il y a une absence de liberté de parole, liberté de circuler. Il y a des agressions, il y a des vols. Et tout cela, ce n'est pas la Serbie qui le dit, c'est le rapport de l'ONU qui a été présenté dernièrement sur le rapport de l'UNMIK, donc qui est la mission de l'ONU au Kosovo, et qui fait état de toutes ces choses. Et cela se passe en Europe. Cela se passe au début du XXIe siècle, et nous appelons
On a vu ce qui se passait en Arménie, pardon. Il n'y a pas, hélas, que... Bien sûr, sauf que le Kosovo est une création occidentale. Donc il y a une responsabilité encore plus grande. Ceux qui bombardaient en 1999 au nom des idées humanitaires et pour arrêter un soi-disant nettoyage ethnique qui en réalité n'a pas eu lieu au Kosovo. Parce qu'on a accusé la Serbie de nettoyage ethnique. Bien sûr, il y a eu une propagande terrible. C'était des journaux comme Libération ou Le Monde parlaient de 100 000 à 500 000 victimes albanaises. Ouais. La réalité, c'est que à la fin du conflit, toutes nationalités confondues, c'est-à-dire Serbes, Albanais, Roms, Ashkali, Gorani, il y a eu environ 10 000 victimes, ce qui est énorme. Mais on est bien loin des 500 000. Donc cette diabolisation du peuple serbe pour justifier le bombardement humanitaire, en tuant le mal, on ferait le bien, en réalité, a fait qu'aujourd'hui encore, il y a des préjugés qui existent sur le peuple serbe. Et c'est mon rôle en tant que dirigeant de la diplomatie publique et culturelle de changer ces préjugés et de montrer le peuple serbe tel qu'il est. Et je vais vous donner une anecdote. Les Serbes, on les a présentés comme des barbares, comme des gens incultes. Le peuple serbe a une histoire et une culture incroyable. Le principal événement qui a lieu chaque année à Belgrade, ce n'est pas le salon automobile ou le salon des jeux vidéo, c'est le salon du livre. Ce sont des bus qui viennent de toute la Serbie. Là-bas, les rockstars, ce sont des poètes avec lesquels les gens font des selfies. J'ai discuté et débattu de Dostoïevski avec un chauffeur de taxi. Et ce n'est pas une anecdote, ce sont des gens qui lisent, qui aiment la culture, qui ont un rapport à l'histoire. Pourquoi est-ce que j'ai pu avoir ce parcours-là en Serbie ? C'est aussi parce que je suis français et parce que les Serbes aiment la France et les Français. Et pourquoi ils aiment la France et les Français ? Bien parce que durant la Première Guerre mondiale, les Français ont laissé leurs os en libérant le front d'Orient de Thessalonique jusqu'à Belgrade. Et le 11 novembre dernier, au moment où nous commémorions l'armistice, eh bien, il y avait énormément de Serbes au cimetière français de Belgrade. Les Serbes n'oublient pas l'histoire. Et ce qui nous paraît loin, quand on parle de la Première Guerre mondiale, 130 ans, même les générations de Serbes le vivent comme si ça venait de se passer. En tout cas, Arnaud Gouillon, vous défendez très bien votre pays. Je n'allais pas dire votre nouveau pays, mais oui, votre pays, vous le défendez bien. Maintenant, ce qui est terrible, c'est que, encore une fois, je vais dire des phrases clichés, mais quand même que tous ces gens n'arrivent pas à s'entendre. Il y a de la place pour tout le monde et que, en raison d'intérêt, on sait très très bien. Vous savez, c'était Valéry qui disait la guerre se fait au nom de peuples qui ne se connaissent pas par des gens qui eux ne se battent pas mais se connaissent. Vous connaissez la phrase. Bien évidemment. Et à votre avis, tous, est-ce que on va arriver? En tout cas, en ce qui concerne la Serbie, est-ce que là où, c'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir une pacification au bon sens du terme, mais pas au mauvais sens du terme, de l'état des choses chez vous, enfin, dans votre pays? En tout cas, les initiatives du gouvernement serbe vont dans ce sens. Nous considérons qu'aujourd'hui, il faut coopérer économiquement, politiquement avec tous. Le président Vučić a lancé l'initiative d'Open Balkan, les Balkans ouverts, qui réunissent l'Albanie, la Serbie, la Macédoine du Nord, peut-être demain le Monténégro, pour communiquer, pour nous développer. Je crois qu'il faut laisser, comme vous l'avez dit, les guerres du passé au passé, se tourner vers l'avenir, mais en respectant des principes. Ce sont les principes du droit international et c'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne la province sud du Kosovo-Metohie, nous demandons Kosovo-Metohie à ce que cohérent défendons tous. Évidemment, la Yougoslavie, la Serbie était la Yougoslavie, le Monténégro, enfin le Kosovo, tout cela. Est-ce qu'il y a un regret, parce que là aussi ça a été fait, espèce de Serbie éclatée, on ne va pas revenir à l'histoire, mais est-ce que quelque part, il y a un regret, une nostalgie de la Yougoslavie? Il y a une nostalgie qui peut exister chez les personnes d'un certain âge qui se rappellent de leur jeunesse. D'accord. C'est maintenant, au niveau des jeunes populations qui n'ont pas connu cette période, qui n'ont pas connu la Yougoslavie, au niveau politique, non, il n'y a pas de regret. Nous sommes tournés vers l'avenir en respectant la culture et l'identité et le passé. Mais je crois que c'est ça. Il faut avoir des racines sans lesquelles rien n'a de sens, mais il faut aussi avoir des ailes pour pouvoir dépasser les conflits du présent. Très juste, et vous avez bien fait de nous le rappeler. Et puis vous avez, encore une fois, été l'éloquent avocat de votre pays. Merci. Merci à vous. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. La loi
La loi, la loi, la loi. Et oui, pourquoi parlons-nous de loi? Eh bien parce qu'il y a une proposition de loi qui a été déposée par la totalité des membres et des députés de la France insoumise à l'Assemblée nationale. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de abroger le délit d'apologie du terrorisme du code pénal. Voilà. Il y a effectivement, on va en parler. Qu'est-ce qu'il y a eu exactement? Eh bien, il y a eu, comme vous le savez, c'est un délit, ce délit d'apologie du terrorisme a été créé par une loi de 2014. Consiste à présenter ou commenter favorablement soit le terrorisme en général, soit des actes terroristes déjà commis. Alors voilà, effectivement, ça a fait très grosse polémique. Pourquoi ça a été présenté par Ugo Bernalicis, mais encore une fois co-signé par tous les députés de la France insoumise. Alors, l'idée, c'est de déplacer ce délit d'apologie du code pénal pour le replacer dans le droit de la presse. Le droit de la presse qui, vous savez, date de 1881. Voilà. Alors, polémique énorme, certains sont pour, d'autres disent ce n'est pas possible. Alors on cite le cas, la France insoumise sous le cas du responsable GGT du Nord, condamné à 1 an de prison avec sursis et interjeté appel pour apologie terrorisme vis-à-vis des propos tenus dans un tract de soutien aux Palestiniens. Voilà. Alors, des gens pour, des gens contre. Olivier Faure, les PS, n'est pas du tout d'accord là-dessus. Vous voyez, le nouveau Front populaire est divisé sur cette histoire. Mais effectivement, ça fait lever de bouclier. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, dit c'est difficile de faire plus ignoble. Sa collègue Anne Genetet, il voit un blanc-seing aux prêcheurs de haine pour menacer nos professeurs, nos chefs d'établissement et tous nos personnels. Ça, en tout cas, ça fait très très forte polémique. Et regardez ce que disait Mathilde, écoutez ce que disait Mathilde Panot, effectivement, ce matin. Cette proposition de loi pour abroger le délit d'apologie du terrorisme et les réactions qu'elle suscite, difficile de faire plus ignoble, dit le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. C'est une insulte pour l'ancien Premier ministre Gabriel Attal qui évoque la mémoire des victimes du terrorisme. Quelques réactions parmi d'autres, on a vu toutes les réactions que cela a suscité. Qu'est-ce qui vous a appris, Mathilde Panot? Vous voulez légaliser, à contrario, le délit d'apologie du terrorisme? Est-ce que vous pouvez me lire le nom, le titre de la proposition de loi qui a été déposée par Ugo Bernalicis? La proposition de loi pour abroger le délit d'apologie du terrorisme. Alors, il faut lire jusqu'au bout. Enfin, je ne vais pas apprendre aux journalistes à faire une lecture jusqu'au bout. Il y a marqué abroger le délit d'apologie du terrorisme. Dans le code pénal, il y a marqué. Dans le code pénal. Oui. Oui, ça a son importance, Madame Latrousse, parce qu'il se trouve qu'avant 2014, avant la loi qui a mis dans le code pénal l'apologie du terrorisme, avant cela, c'était dans le droit de presse, comme c'est d'ailleurs le cas pour l'apologie de crimes de guerre. Et ce que nous dénonçons, c'est justement que ce soit dans le code pénal et non plus dans le droit de presse. Voilà, code pénal et non plus droit de presse. Jacques Miard, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes maire LR de Maisons-Laffitte. On a toujours plaisir à vous recevoir, bien sûr. Et vous avez fait un tweet, vous aussi, réaction à ça. Alors voilà, quand Mathilde Panot dit, écoutez, non, c'était pas la peine de faire une loi là-dessus, dans le code pénal, il faut que ça revienne au droit de presse, la loi de 1881. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle se fout de la gueule du monde. Parce que dans le droit pénal, il y a effectivement des moyens d'agir vite, avec sous l'autorité du parquet et ensuite d'un juge qui sanctionnera, alors que dans la loi sur la presse, c'est une course de haie, parce qu'il faut prendre des avocats, etc., et ça n'a pas du tout le même sens. Ce que le législateur a voulu de le mettre dans le droit pénal, c'est réagir fermement face à une montée de haine que malheureusement nous connaissons en France et d'ailleurs ailleurs. Je rappelle, et surtout aujourd'hui, il est parfaitement inopportun de présenter un tel projet de loi pour la bonne et simple raison qu'on vient justement de célébrer, entre guillemets, l'assassinat d'un professeur. C'est vraiment quelque chose où on n'a aucun sens de l'opportunité et je dirais des réactions. Est-ce que le LFI veut à la pêche aux voix pour essayer de
comment pourrais-je m'exprimer, de flatter un certain nombre de minorités qui pourraient être visées par ça. Le droit pénal est une mesure qui protégera nos concitoyens. Le droit de la presse, c'est quelque chose qui va durer des années avec des frais importants pour celles et ceux qui seraient, je dirais, attraits par le droit de la presse. Oui, parce que dans la presse, effectivement, on pourra dire, si quelqu'un dit, c'était les propos de Richard Malka ce matin, il disait, alors les massacres du Bataclan, c'est merveilleux, ou assassiner un professeur d'histoire-géographie, c'est pas mal, c'est bien, il faut quand même savoir. Et effectivement, Jacques Maire, ce que vous dites, c'est que si ça passe par les droits de la presse, ça va prendre des mois, c'est quand même, est-ce qu'on a le droit de dire, droit de la on a le droit, voilà, bien, où est la liberté, où ça commence. Mais dans le droit pénal, la liberté d'expression va être protégée parce que le parquet va enquêter et ensuite le juge va trancher. Donc ça va aller beaucoup plus vite qu'on peut le penser, alors que dans le droit de la presse, ça peut durer, vous savez ce qu'il y a la possibilité de dire c'est pas vrai, la possibilité d'apporter des preuves contraires, etc. Tandis que dans le droit pénal, eh bien, les droits de la défense, entre guillemets, seront préservés et le juge pénal a des moyens d'agir rapidement. Et donc, Madame Panot, ce matin, elle se fout de la gueule du monde. C'est aussi simple que ça. Bon, bah écoutez, Madame Panot, si elle veut répondre, alors elle a le droit. En tout cas, merci Jacques Millard pour votre franc-parler, mais ça ne nous étonne pas. Et si vous voulez réagir ou poser votre question, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. André Berkoff revient tout de suite avec ses perles, ses bravos et ses huées. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos débats. On entend des choses qui changent un peu de la doxa généraliste qu'on entend trop partout. Sud Radio, parlons vrai. Vous avez raté la collection Black Friday? Pas grave. Chez Poltron Sofa, c'est les Black Venerdì. La collection Black Venerdì est remisée de 60%. Venez l'essayer en magasin. Ça s'appelle Black Venerdì. Mais ça se termine samedi. Poltron Sofa, solo divani di qualità. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité. Black Venerdì, vendredi noir. Vérifiez conditions au magasin. Écoutez Sud Radio Lille en DAB+. Sud Radio. Vous êtes prêts pour moi sans tabac? Ma première cigarette, je devais avoir 15-16 ans. Max avait piqué les cigarettes à son père et on s'était retrouvés à l'abribus avec d'autres copains. Et puis d'une clope à l'autre, je suis devenu un sacré fumeur. Un paquet par jour. Mais depuis 3 semaines, pas une cigarette. Rien. Et je suis pas peu fier. Vous n'étiez pas seul quand vous avez commencé. Vous ne serez pas seul pour arrêter. C'est moi sans tabac. Pour arrêter de fumer, demandez de l'aide à votre médecin. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France. Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Parlons vrai. Renault. Renault Care Service m'offre 30 € sur l'achat et la pose d'une batterie neuve. Annoncé à cette université d'été de la France Insoumise, écoutez. Je pense qu'il faut davantage réguler les médias, je pense qu'il faut aussi davantage réguler les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour le Rassemblement national, y compris parce qu'ils adhèrent à des thèses racistes, mais qui sont des thèses qui sont construites non pas, qui sont pas le fruit de leur expérience qu'ils auraient vécu dans leur vie quotidienne, mais parce qu'en fait ils regardent CNews et que sur CNews c'est dit que les Arabes et les Noirs sont méchants et qu'il y en a trop en France. Enfin, c'est véridique, les gens disent ça, et c'est parce qu'ils regardent CNews. Et donc je pense qu'il faut davantage réguler la presse et les médias. Voilà, il faut davantage réguler et reculer, bien sûr, faire reculer la presse et les médias. Formidable, hein, formidable quand on entend ça de quelqu'un que la gauche officielle, bien sûr, voulait nommer Premier ministre, absolument. Mais attendez, c'est cette gauche-là qui considère le peuple comme une rassemblée d'imbéciles et de moutons? C'est-à-dire qu'il faut réguler les médias, les réseaux sociaux, les amener à récipiscence, commencer à vraiment bien censurer CNews et puis tous les autres. Pourquoi? Parce que ils ne disent pas ce que nous
nous, de la bonne gauche officielle, avons envie d'entendre. Et nous, on considère que le peuple, c'est pas, comprenez, c'est pas qu'ils sont racistes, vraiment. C'est parce qu'ils sont abrutis par les réseaux sociaux, bien sûr, et non pas par 80% des médias qui disent tous la même chose du matin au soir et du soir au matin. Non, ça, c'est la vraie vérité. C'est notre narratif, c'est notre vertu. Nous sommes le camp du bien, je le répète, je répéterai toujours. Donc, ce que le camp du bien dit, eh bien, c'est ça qu'il faut appliquer. Et bon peuple, écoutez-nous, obéissez et vous serez bien. Et n'écoutez pas ces prophètes de mauvais augure dans les réseaux sociaux qui disent n'importe quoi. Mais bien sûr, écoutez-nous, et puis surtout ne pensez pas. C'est formidable. Voilà, Lucie Casté, régulons. Et évidemment, ça veut dire faisons-les reculer, ces pelés, ces galeux, ces dissidents d'où nous vient tout le mal. Lucie Casté, la prochaine fois que vous passez devant une mairie où c'est écrit liberté, égalité, fraternité, inclinez-vous et méditez, ça vous fera beaucoup de bien. Vous savez, j'étais ce week-end à Troyes. À Troyes, l'hôtel de ville à Troyes en Champagne, dans l'Aube, s'appelle Maison Commune. Et il y a une chose absolument magnifique, c'est écrit liberté, égalité, fraternité ou la mort. Voilà, qui est écrit en toutes lettres, est écrit un blason sur l'hôtel de ville de Troyes. Eh bien, moi, ça me paraît pas mal, ça, de rappeler quand même certaines évidences qui datent, oui, d'une certaine Révolution française, que cette gauche officielle semble avoir totalement oublié. Mais oui, ils sont préoccupés par autre chose. C'est quoi ? Par le nombre de voix dans l'urne, par les votants, par tout cela. Non, je ne saurais l'accepter, non. Mais enfin, Madame Casté, s'il vous plaît, réfléchissez avant de dire vraiment n'importe quoi. Et si vous voulez réagir au coup de gueule d'André Berkoff, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Après le flash, André Berkoff reçoit dans son face-à-face Philippe Joseph Salazar, philosophe, pour son dernier livre Contre la rhétorique, comment les mots des démagogues prennent le pouvoir, et c'est aux éditions du Cerf. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Avec Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français, soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Chez Orange, on sait que le Père Noël, en fin d'année, il est... Oh là, débordé. Et s'il veut faire le tour de toutes les maisons, il n'est pas contre. Un petit coup de pouce. Donc, Orange aussi vous fait des cadeaux. Durant le Black Friday, du 21 novembre au 4 décembre, il y a toute une sélection de produits et d'accessoires à prix réduit, y compris sur des télés connectées Samsung. Ça vaut le coup d'être sage toute l'année, non? Orange est là. Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine dans les boutiques Orange et sur orange.fr. Sud Radio Mont-de-Marsan. 94.1. Sud Radio. Moi, je suis spécialiste du pare-brise chez Carglass. Et je peux vous dire que quand il y a une caméra dans votre pare-brise, c'est un plus pour votre sécurité. Alors quand on remplace un pare-brise avec une caméra, chez Carglass, on la recalibre systématiquement. Et en parlant sécurité, ça tombe bien, parce que jusqu'au 6 décembre, pour toute intervention pare-brise, repartez avec un gonfleur de pneus Osram pour vérifier la pression des pneus avant de partir en vacances. Ça aussi, c'est un plus pour votre sécurité. Alors prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr ou appelez-nous au 3044. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. Leclerc, bonjour. Bonjour. Incroyable votre offre Black Friday sur le Galaxy S23. Et il fait de bonnes photos? Oui, exceptionnel. Alors, vous pourriez me prendre la promo en photo? 260 € de réduction. Faut que je montre ça à mon mari. Passez plutôt nous voir. Jusqu'au 1er décembre pour le Black Friday chez Leclerc, le smartphone Samsung Galaxy S23 FE avec 260 € de réduction est à 400... Demandant ceci, voilà ce qu'ils disent. Nous voulons avoir une nouvelle élection générale. Nous, je crois, c'est puisque chacun s'exprime en son nom personnel, je crois que l'actuel gouvernement Labour, l'actuel gouvernement travailliste, n'a pas tenu les promesses qu'il avait exposées, qu'il avait disées, qu'il avait effectivement utilisées, qu'il avait exposées dans son programme de l'élection, de la dernière élection, de la plus récente élection.
On nous a fait des promesses, elles n'ont pas été tenues. Donc nous voulons une nouvelle élection, de nouvelles élections générales. Eh bien, en 24 heures, moins de 40 heures, cette pétition a recueilli 2 millions de signatures. Cette recueilli signatures. Car dans ce pays que le Parlement considère que toutes les pétitions qui recueillent plus de 100 000 signatures peuvent être débattues et doivent être débattues au Parlement. Et le gouvernement devait répondre à des pétitions qui ont plus de 10 000 signatures. Voilà. Eh bien, là, on en est à 2 millions de signatures. C'est-à-dire, et je dis ça pour la France, et je dis ça pour nous, si vous voulez les pétitions, eh bien, si vous voulez en faire, et si vous voulez signer, mais ça, ce n'est pas une pétition simplement pour exprimer un souhait, une indignation. Nous voulons de nouvelles élections générales parce que nos gouvernements n'ont pas tenu ses promesses, ou parce que le président n'a pas tenu ses promesses. Eh bien, écoutez, voilà, on peut le faire en Angleterre. Peut-être qu'on peut le faire en France, je ne sais pas, on va se renseigner. En attendant, 2 millions de signatures en 24 heures, c'est quand même pas mal pour un pays que l'on disait en perdition. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Aujourd'hui, dans le face-à-face, André Berkoff reçoit Philippe-Joseph Salazar, qui est philosophe, et il a écrit « Contre la rhétorique, comment les mots des démagogues prennent le pouvoir », et c'est aux éditions du Cerf. Philippe-Joseph Salazar, bonjour. Oui. Bonjour, oui, je crois que... est-ce qu'on l'entend? Oui, on l'entend bien? Parfait. Oui. Parfait, ouais. Oui, on vous entend bien, Philippe-Joseph. Pour un rhétoricien, c'est important qu'on l'entende. Oui, c'est vrai, oui, il vaut mieux, parce que l'oral compte autant que l'écrit, de ce point de vue-là. Alors, contrairement aux hommes politiques, qui n'entendent jamais ce qu'on leur dit. C'est vrai. Est-ce que vous croyez qu'ils n'entendent jamais ce qu'on leur dit, les politiques? Ils le font exprès, ou ils ne veulent entendre que ce qui les arrange, à votre avis? Ah oui, on est en plein dans la rhétorique. Ils n'entendent que la langue qu'ils se sont fabriquée pour les objectifs qui leur sont donnés. Et c'est cette même langue qu'ils fourguent au peuple. Vous savez que dans le bouquin, je fais une opposition entre les patriciens et les plébéiens. Oui. Et les plébéiens répètent, souvent très bêtement, pas vous évidemment. J'espère. Là, ce que je viens de faire, c'est une captatio benevolentiae en rhétorique. Vous savez, c'est-à-dire je jette des fleurs un peu. Non, mais il faut déplorer, professeur Salazar. Je rappelle que vous êtes distinguished professeur de la faculté de droit de l'université de Cape Town, en Afrique du Sud. D'ailleurs, on est en direct avec Cape Town et ça me fait très plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous avez fait, et on en avait parlé, et même j'ai été du jury qui vous a attribué un prix avec Paroles armées, et puis La déroute des idées, d'autres livres. Et alors justement, parlons un peu de ce langage, de ces mots. Et ce livre Contre la rhétorique est un livre passionnant parce que c'est un livre où vous dites, voilà, vous décortiquez un peu ces mots que l'on entend du matin au soir et du soir au matin. Et patricien et plébéien, est-ce que vous n'auriez pas pu dire, ou c'est autre chose, patricien les élites et plébéien le peuple, ou c'est autre chose? Je préfère patricien et plébéien parce que ça remonte quand même à ce qui est censé être la fondation de la merveilleuse démocratie française, c'est-à-dire Montesquieu, qui lui faisait une différence entre les plébéiens et les patriciens. Dans l'histoire romaine, c'est extrêmement important, les plébéiens. C'est le moment, où, en gros, où les Gracques, des frères amis, finalement changent la République romaine et la transforment d'une république oligarchique en ce qu'on appelle une république, et dont les États-Unis s'imaginent être d'ailleurs le duplicata à l'heure actuelle. Il y a quelques années, une exposition qui se promenait un peu partout à Philadelphie, avec d'immenses bannières qui disaient « Are we Rome? Sommes-nous Rome ?» Ah oui. Est-ce qu'ils sont Rome, à votre avis? Quand on entrait dans cette exposition, ce qui n'était pas loin du hall historique où avait en partie écrit la Constitution américaine, la première salle était une salle en l'honneur des grands orateurs romains.
C'est-à-dire qu'il y a une très forte conscience aux États-Unis du pouvoir de la parole politique et de la parole publique. Les programmes de rhétorique dans les grandes universités, il y a des programmes de rhétorique partout. Quand nous nous réunissons tous les ans dans une association, nous sommes 5-6 000 délégués, nous parlons tous de rhétorique. On a oublié le pouvoir, ce qui explique par exemple que quelqu'un comme Steve Jobs, que j'appelle tête à claque dans le livre... Oui. Je rappelle que Steve Jobs, c'est le créateur de Apple, pour les... Oui, oui, parce que les gens ont presque oublié déjà. Oui. C'était une révolution tous les 6 mois. C'était un très bon orateur, quand il n'avait qu'un public captif en face de lui, évidemment. Il est le modèle de tous les gens qui font du commerce. Vous savez, moi, je mets les écoles de commerce, l'ENA, tout ça, dans un panier que j'appelle les écoles de commerce, parce que leur but, au fond, c'est de faire du commerce, et en particulier de traiter le langage comme de la marchandise. L'ENA, c'est ça. L'ENA fait partie de cette école marchandise. Où se retrouve-t-il? À l'inspection des finances et les moins bons dans la diplomatie. Vous savez, où je me suis fait beaucoup d'ennemis en une phrase, là. Mais j'ai beaucoup d'amis qui sortent de ce système-là, qui est très noble par ailleurs, puisqu'il a permis le développement de la planification économique en France sous le général. Donc, ils ont fait un excellent travail. Ils font maintenant un très mauvais travail. Et oui, c'est ça. Mais alors, justement, ça nous amène... Oui, alors, Philippe-Joseph Salazar, ça nous amène au cœur du sujet. Comment la même rhétorique... Comment le même langage ou comment les mêmes effets ou éléments de langage peuvent-ils faire du très bon travail comme au moment du général et effectivement après la guerre et l'ardente obligation du plan et aujourd'hui l'ardent désordre, la désorganisation, de la nullité anti-planificatrice. Comment ça passe de l'un à l'autre? Il faut faire une différence. Je vais partir d'une phrase qu'avec ma sœur aînée, nous le répétons. À chaque fois qu'une chose ne fonctionne pas, nous avons cette blague, mais que fait l'État? Vous vous souvenez? J'étais en France au moment de la pseudo-révolte paysanne, et les paysans disaient que fait l'État? Ils auraient dû dire qu'allons-nous faire pour abattre l'État? Mais ils n'osaient pas aller jusque-là. Donc, il y a les gens confondent l'État et le gouvernement. C'est-à-dire en quelque sorte, et dans la très longue durée. L'État a existé sous la monarchie, l'État a existé sous les différentes républiques qui se sont succédées de manière absolument chaotique et au hasard Balthazar, la Troisième République. C'est arrivé comme ça, parce que simplement le prétendant au trône n'en voulait pas. Imaginez l'insulte. Il n'en voulait pas. Il ne voulait pas du pouvoir. Il ne voulait pas du pouvoir, oui. Non, il a dit uniquement le drapeau blanc avec les fleurs de lys, qui est une manière métaphorique de dire la France que vous me livrez là, je n'en veux pas. Débrouillez-vous avec. Oui, c'est quand même assez extraordinaire. Imaginez un homme politique de nos jours qui dit « Désolé, je n'en veux pas ». Ça risque pas, ça, on n'en voit pas en tout cas. C'est une confusion entre l'État et le gouvernement. Je pense que sous la Troisième République, qui a fait des choses admirables quand même, elle a mis à genoux le Reich bismarckien, ce qui est pas mal, tout quand même. Il ne faut pas oublier ça. On a tendance à la dénigrer, mais elle a été aussi glorieuse que la monarchie à un certain moment. Bon, alors peu importe ça, c'est qu'il y avait une coalescence entre le discours de l'État et le discours des gouvernants. C'est-à-dire que les gouvernements et les administrateurs qui étaient avec eux, les personnels politiques, parlaient le langage de l'État. Et je pense que, en gros, depuis Pompidou, il y a une sorte de fission, de fissure qui s'est ouverte entre le langage de l'État et le langage du gouvernement. Et je pense que les gens, les plébéiens, comme je les appelle, c'est très noble pour moi, les plébéiens. Bien sûr. Le peuple, enfin oui. Le gouvernement, c'est l'État. L'État, c'est le gouvernement. Et non, ce n'est pas la même chose. Et on a bien vu ça avec les malversations électorales qui se déroulent en France depuis les dernières élections, que l'État, ce n'est pas le gouvernement. Alors comment fonctionne le gouvernement? Le gouvernement qui est entre les mains de commerciaux fonctionne sur une certaine rhétorique. Et c'est une rhétorique de gestion que je résume, c'est très connu des économistes, en POLC. À chaque fois qu'il y a un problème politique, on planifie, on organise,
on lead, elle, et après on fait un check-up, on voit ce qui s'est passé ou non, et puis on repart. C'est comme ça que fonctionne le gouvernement Macron. Et c'est une véritable rhétorique, parce qu'au moment de la mise en place de ce que l'on veut faire, on lâche des mots. Je vais vous donner un exemple si vous voulez dans un instant. Ensuite, on choisit qui va mener les différentes actions, et puis on les pousse. Alors ces dames et ces messieurs apparaissent à la télévision, ils vous font des cours. Ils vous pédagogisent, plus finir, parce que nous sommes évidemment des imbéciles. Et puis ensuite, eh bien, on voit ce que ça a donné. Philippe Joseph Salazar, on va continuer après cette petite pause, parce que justement, je voudrais que vous nous donniez un exemple du POLC. POLC, c'est très intéressant sous le gouvernement Macron qui est effectivement exemplaire en la matière, mais il n'est pas le seul. On se retrouve juste après cette petite pause. À tout de suite. Et si vous avez une question sur la rhétorique et ou sur les démagogues, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Carrefour. Quand vous me dites les clémentines, origine France, c'est mieux. Eh bien, ça me donne envie de vous dire que les clémentines corse filière qualité Carrefour sont à seulement 2,79 € le kilo. Et c'est dès demain et jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Retrouvons tous le goût avec Act for Food. Carrefour, on a tous droit au meilleur prix. Indication géographique protégée, catégorie 1, calibre 3-4, détails sur carrefour.fr. Sud Radio Tarascon. 95.2. Sud Radio. Je pourrais vous en dire long sur Debar Automobile, spécialiste de l'importation depuis plus de 25 ans. Offre très performante sur les véhicules neufs et d'occasion, reprise, financement, rachat de véhicules cash. Mais, entre nous, quoi que je vous dise, le mieux, c'est de vous rendre dans la concession Debar la plus proche. Retrouvez toutes vos concessions sur debarautomobile.com. On ne va pas chez Debar par hasard. Mano Mano. Le Black Friday Mano Mano, c'est des milliers de promos jusqu'à moins 40% pour garder votre maison au chaud. Et c'est surtout des radiateurs électriques à inertie Carrera Uno, des 59,90 €. De quoi vous dire, on n'est pas bien là. Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire. Mano Mano. Offre soumise à condition, voir détails sur manomano.fr. Pour Black Friday, donner votre sang n'a pas de prix. Chaque année, le don de sang change la vie d'1 million de personnes, qu'elles soient hospitalisées pour une hémorragie, une opération ou un cancer. Alors rendez-vous vite sur le site Don de sang de l'établissement français du sang et faites une bonne action parmi toutes vos bonnes affaires. Vous avez raté la collection de locuteurs en France qui ont adopté l'américain comme langue tuteur. Alors ils parlent américain. Et puis ils rajoutent des mots français autour, avec parfois des choses assez étranges. Et c'est ainsi que bloc par bloc, la langue française est en train de disparaître. Ah, vous pensez que ça va jusqu'à la disparition? C'est beaucoup, ça. Vous savez, quand j'écoute le Pataouette sur les chaînes de l'ORT, il n'y a plus l'ORTF. Du service public, on appelle ça le service public. Service public, oui, c'est cela. À chaque fois qu'il y a un concept à expliquer, et je regarde beaucoup ces émissions, une qui s'appelle, je crois, Les Informés en particulier. Oui. Alors j'ai envie de les déformer, parce qu'à chaque fois qu'il y a un concept essentiel, c'est un mot américain qui surgit. Et donc, ce que j'appelle la dollarisation du français, alors que la langue française a inventé l'alexandrin, c'est-à-dire nous sommes une langue assez spéciale où nous pensons avec des propositions principales, des subordonnées, des causes, des conséquences. Vous savez, une des stupéfactions du public américain, c'était que Obama faisait des phrases construites. Il parlait dans les séries, il faisait des phrases, si bien qu'au début, les gens qui étaient plus d'accord avec lui d'ailleurs, dans Comedy Central, etc., l'appelaient le professeur. Il faisait des phrases. Il y a eu pas mal d'analyses rhétoriques de son art de faire des phrases et souvent de parler pour ne rien dire. Et pour revenir à la langue française, Philippe Joseph Salazar, pour revenir à la langue française, vous pensez vraiment qu'elle est en train de chuter et de se fendiller, et plus que ça, de s'écailler bloc par bloc? Je pense qu'elle part lentement et bloc par bloc. Il faudrait faire une étude quantitative, etc. Moi, c'est pas du tout mon truc. Non, mais je vois que dans l'ensemble, effectivement, il suffit d'écouter comment parlent les hommes politiques, avec tout un vocabulaire de clown. On vous lance résilience. Alors, qui parmi les plébéiens, c'est-à-dire les gens, vous et moi, qui comprend exactement ce que veut dire résilience, par exemple? Ouais. Personne.
On peut arriver à faire tout de... Mais pourtant, attendez, juste, c'est très intéressant pour exemple. Le mot résilience, on l'emploie du matin au soir. Ah, il a fait montre d'une résilience, etc., etc. Alors en français, on devrait dire courage, on devrait dire audacité, on devrait dire capacité de résistance. Mais résilience, c'est tout ça qui va ensemble. Mais ce n'est pas ça. Donc, si vous voulez, de plus en plus, le mot séquence également, qui est séquence, oui. Ah oui, je décris dans le bouquin une entrevue extraordinaire entre le président de Venezuela et notre président de la République, où il lui dit « je vous verrai dans une autre séquence ». Et la traductrice est complètement paniquée parce qu'évidemment, le président qui est un bolivarien parle un castillan absolument parfait, meilleur encore que celui du roi d'Espagne. Elle ne savait pas comment traduire, alors elle a dit « paso ». Bon. Paso, ouais. Ça peut être un défilé de mode aussi. Et donc, constamment, il y a des inventions de vocabulaire et les écoles de commerce, comme on les appelle, sont responsables de cela. Et c'est tout à fait normal parce que les écoles sont responsables. Personne de l'âge, même dans leur propre jargon, les écoles de commerce doivent produire leur propre jargon. Mais pourquoi? Parce que c'est la parole marchandise, c'est ça? Oui, parce que surtout le mot sert à ne pas nommer la réalité. Ah d'accord. Important. C'est-à-dire, vous dites que le mot sert à quoi? À la masquer, la réalité, à donner... À la masquer. Tout simplement à la masquer. Donc, que vous dites résilience, les gens disent « oh, c'est bien », sans expliquer. Mais ça vous... En disant ça, en quelque sorte, vous mettez un bouchon dans le tuyau et puis vous n'expliquez pas ce qu'il y a dans le tuyau. Alors qu'il faudrait arriver à le disséquer. Par résilience, j'entends que vous aurez à payer plus d'impôts. Par résilience, j'entends que les taxes immobilières vont augmenter. Par résilience, j'entends que l'impôt sur la fortune, j'invente ça évidemment, va être supprimé, mais que vous aurez à cotiser plus pour donner plus d'argent aux médecins que vous allez voir, si vous en trouvez un d'ailleurs, dans votre région. N'explique pas ce que ça veut dire. Vous savez, l'essentiel du langage que nous employons dans la vie publique, en démocratie, hein, je ne m'intéresse pas à d'autres régimes, est fondé en gros sur nous avons des opinions, nous avons des croyances et nous avons des perceptions. La différence entre les trois, et si vous voulez, je ne vais pas vous faire un cours de philo, mais c'est très important. Les gens ont des opinions, et une opinion, ça peut se débattre, et c'est la base du débat, du dialogue social. J'ai une opinion, on ne sera jamais d'accord en fait, mais on arrive à se parler. Absolument. Et puis, en politique, il y a aussi des croyances, dures comme fer. Dans mon bouquin sur le djihad, j'ai bien démontré qu'un islamique violent reste absolument dans le droit fil du Coran. Il n'en sort pas. Voilà, il y a des hommes qui nous disent ce n'est pas le véritable islam. Je suis désolé. Le terroriste islamique qui lit le Coran, qui médite, qui prie, est un bon musulman. Qui peut le dire le contraire. Mais là, ce sont des croyances qui sont irréfragables. On ne changera pas de croyance. La même chose des officiers catholiques au moment de la séparation de l'Église et de l'État qui ont cassé leur épée pour ne pas aller chasser les curés de leur église, n'est-ce pas? Oui, et puis, il y a les perceptions. C'est-à-dire, et ça, la plupart des gens qui ont autre chose à faire toute la journée qu'à aller lire des livres de philosophie ou analyser ce que disent les hommes politiques, vivent sur des perceptions, des choses qu'ils entendent, des mots qu'ils entendent. Les impôts vont augmenter. Monsieur Barnier a dit la coalition des contraires. Alors là, je voudrais bien vous dire là, il y avait une occasion que les médias ont complètement raté. Alors dites-nous sur la coalition des contraires, justement. Ouais. Moi, c'est un homme tout à fait distingué, évidemment. Hein. Il a fait la leçon récemment, il y a 3-4 jours, en disant c'est une coalition des contraires, il nous faut de la sagesse et de la sérénité. Alors, je n'ai pas entendu un seul commentateur sur les chaînes d'État ou sur les chaînes privées lui faire remarquer tout de même qu'il est le produit
de multiples coalitions de contraires, c'est-à-dire tous les députés de son fameux socle. Vous avez vu qu'on est passé de bloc à socle. Oui. C'est comme ça qu'on porte les mots, et tout le monde répète socle. Mais c'est aucun socle du tout. C'est plutôt un manège de marionnettes. Des sables mouvants, des sables mouvants. La coalition des... Alors c'était très noble de dire ça, mais il a oublié qu'il est, lui, le produit de coalitions multiples d'élections de contraires. Et donc, on devrait en tirer la conclusion, donc ce que vous êtes, monsieur, c'est ni sage ni serein. Oui. Alors, l'expression coalition des contraires a fait florès dans les médias sans... des contraires dans les médias de jamais. Attention. L'agification dont je parle dans le livre, on lance des mots et les gens attrapent parce que c'est une perception qui semble facile. On comprend, mais on ne comprend pas. Alors c'est ce que fait le patriciat. Moi je ne veux pas les appeler une élite parce que l'élite est un mot extrêmement noble en français. Ce sont des éclectoi, c'est d'ailleurs ceux qui forment l'ecclésia quand même. Hein. Oui. Mais enfin, l'élite aujourd'hui n'est pas du tout, hélas, employée dans ce sens, comme vous le savez. Justement, c'est ça une des grandes questions. Et je fais remarquer que lorsque Pierre Bourdieu, le grand sociologue néo-marxiste, a inventé l'expression de noblesse d'État pour la haute fonction publique, il a fait ça avec un humour incroyable, parce qu'il s'est dit, ils vont tous avaler l'hameçon, l'appât, la ligne et le moulinet. Ce qu'ils ont fait. Et lui était beaucoup trop humaniste pour tomber dans là-dedans. Philippe-Joseph Salazar, on reprend juste dans 2 minutes une petite pause et je voudrais qu'on revienne justement à ce langage, à ce création, orientation, etc. Et ce langage de la parole commerciale, parce que c'est elle qui règne aujourd'hui, ce langage commercial. On en parle tout de suite avec vous. André Berkoff, pour son face-à-face, reçoit aujourd'hui Philippe-Joseph Salazar pour son dernier livre Contre la rhétorique, comment les mots des démagogues prennent le pouvoir. Et si vous avez une question ou si vous avez une réaction, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Un impact à réparer? Carglass directement. Chez nous, pour la réparation, il n'y a pas de franchise à payer. Et en plus, en 30 minutes, c'est fait. Et chez Carglass, la réparation, ça passe vite. Parce qu'on pré-remplit votre déclaration assureur. Vous avez juste à signer. Parce qu'on vous offre le Wi-Fi et le café. Vous voyez pas le temps passer. Et jusqu'au 6 décembre, repartez avec un gonfleur de pneus SRAM pour gonfler vos pneus rapidement. C'est pour toute intervention par Wiz. Alors, prenez rendez-vous sur carglass.fr ou appelez gratuitement le 3044. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. Sephora. Il y a le cadeau qui est prêt depuis des mois. Et celui qu'on a trouvé la veille. Celui qu'on espérait et celui qui nous surprend. Mais le plus beau des cadeaux, c'est d'être ensemble. Chez Sephora, quelque chose de beau nous rassemble. Pendant le Black Friday du 20 novembre au 2 décembre, il y a moins 30% sur les parfums et coffrets parfums dans les magasins Sephora, sur l'app et sur Sephora.fr. Hors point rouge, voire conditions sur Sephora.fr. Black Friday, vendredi noir. Sephora, we belong to something beautiful. Quelque chose de beau noir. Friday. Oui, quelque chose. Contrat pour aujourd'hui plus stable et d'une meilleure rémunération. Demain, elle pourra obtenir d'autres avantages pour elle et sa famille. Employée à domicile, comme Sarah, votez pour le syndicat qui fera valoir vos droits du 25 novembre au 9 décembre par courrier ou en ligne sur élection-tpe.travail.com. Je l'ai trouvé remarquable parce que il a été en dialogue avec Apolline de Malherbe et il l'a vraiment acculé dans ses retranchements en argumentant pied à pied. Ouais. Il argumentait extrêmement bien. Avec beaucoup de calme, un peu d'ironie, mais il répondait peu à pied. Mais c'est en même temps quelqu'un qui, dans d'autres circonstances, est capable, si vous voulez, d'une rhétorique à la bande à Bono, quasiment. Ouais. C'est-à-dire que j'ai remarqué chez les orateurs de la France insoumise leur adaptabilité, ce qui est un grand principe de la véritable rhétorique. On s'adapte à son auditoire, on emploie les mots
auditoire. On adopte même le style de son auditoire en vue de faire passer l'argumentation, non pas le message, mais l'argumentation qu'on veut que l'autre entende. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que les orateurs du Rassemblement national parlent toujours de la même manière. Ah ouais. Ils ne font aucun effort pour s'adapter à leur auditoire. Qu'ils parlent à un ami, à un ennemi ou à quelqu'un de neutre, qui sont les trois positions rhétoriques essentielles. On s'adresse à quelqu'un qui vous déteste, qui ne sera jamais d'accord avec vous de toute façon. Donc surtout ne perdez pas votre temps à lui parler. Ouais. On parle aux amis qu'il faut conforter simplement, et puis on parle à ceux qu'on essaie un peu de faire bouger si on peut. Ils parlent toujours de la même manière. Ils n'ont pas compris que l'art de la rhétorique est public, hein, c'est de s'adapter à son auditoire. Et j'ai entendu en quelque sorte, si vous voulez, dans ce que disent certains orateurs de la France insoumise, la longue tradition trotskiste. Ah oui. Il ne faut pas oublier que l'écologie verte, tout ça... Mélenchon déjà. Hein, enfin. Leurs ancêtres étaient la gauche prolétarienne. Ouais. Bon, on peut faire toute l'histoire. Bon. Donc ça, je ne vais pas répondre à votre question, mais je vous ai donné un autre exemple sur la fatalité ou non de certains orateurs. Et à M. Tanguy, je lui conseillerais d'être beaucoup plus à l'écoute de l'autre lorsqu'il parle. Ah oui, oui. On le considère pourtant comme un bon orateur, le Jean-Philippe Tanguy, pour prendre cet exemple. Mais que veut-on dire par bon orateur? C'est-à-dire que dans la perception des gens, un bon orateur est quelqu'un qui parle bien, qui fait des phrases, qui respecte son auditoire. Ça, c'est un bon orateur. Ouais. Et qui fait des phrases. Non, un bon orateur, c'est quelqu'un qui est capable, une fois, de dire à celui qui lui parle, vous êtes une merde, monsieur. Et une autre fois de lui dire, tout cela est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, c'est ça un orateur, vous comprenez? Alors, l'effort de normalisation à tout crin du Rassemblement national, à mon avis, tombe à côté de la plaque. Oui, c'est vrai qu'on lui cet effort de dédiabolisation lui coûte peut-être un peu cher. C'est à voir. On cherchait des exemples. Prenez dédiabolisation. Oui. Ce n'est pas eux qui ont inventé le mot. Ce sont leurs adversaires qui leur ont collé ce mot sur le dos. C'est vrai. Et alors, à partir de là, c'est comme ça qu'un mot devient une marchandise. Ça devient un objet. Une marchandise, ça a une valeur d'échange, comme vous savez. Bien sûr. Donc, que la marchandise passe à droite et à gauche, mais jamais ils ne se sont insurgés contre ça. Oui. Donc, comme des diables. Alors, tous des diables, des anges. Mais alors, de quels anges? De quel sexe êtes-vous exactement, vous, les anges? Alors, parlons des anges. La même chose pour les paysans. J'étais assez stupéfait de voir comment, lors de la révolte de l'hiver dernier, je me suis trouvé coincé. Je ne pouvais pas traverser la rivière pour aller à Castillon-la-Bataille. Alors j'étais extrêmement frustré, donc je les ai écoutés. Et d'ailleurs, à Castillon-la-Bataille même, le poste de garde des paysans était là où était l'ancienne guérite de l'armée allemande pour surveiller la ligne de démarcation. J'ai même pris une photo parce que c'est tout à fait étonnant. Ils se sont mis exactement là où était le poste des Allemands. Je dis ça parce que ça veut dire que c'était une métaphore pour dire qu'il faut savoir changer de langage. Et lorsque j'ai entendu non pas le représentant de la FNSEA, qui est au fond le MEDEF des agriculteurs, hein, mais l'autre, la coordination. La coordination rurale, oui. Exemple, employer un langage de gestionnaire pour expliquer leur révolte, je me suis dit, là, vous êtes foutus. Vous parlez la langue de l'adversaire. Vous devriez développer, je ne suis plus consultant en rhétorique, mais si je le faisais, je dis, on va développer votre propre langage, et c'est celui que vous allez systématiquement utiliser lorsque vous rencontrez les représentants du gouvernement, en vue de les désarçonner. Parce qu'ils devront, à ce moment-là, ils auront le choix, ou sortir, ou essayer d'apprendre comment vous parlez.
Donc, est-ce que la rhétorique ne consiste pas aussi à désarçonner? C'est un peu ça que vous dites. C'est-à-dire qu'il faut surprendre quelque part. Il ne faut jamais... La rhétorique entre dans un système agonistique. C'est-à-dire? Les Grecs ont inventé la rhétorique pour que les citoyens ne se fassent pas la guerre. Qu'étant, vous savez, que les armes cèdent à la parole. Ouais. Mais le débat est un débat agonistique. À la Chambre des communes en Angleterre, par exemple, la table qui sépare la majorité de l'opposition est de la longueur d'une épée. Oui, c'est vrai qu'elle est extrêmement étroite. Je ne savais pas ça, mais c'est... La longueur d'une épée. Ouais. C'est-à-dire, simplement, si vous voulez, l'échange agonistique, c'est-à-dire de combat, d'échange, ce qui est tout à fait occidental. Hein. La persuasion en Chine ne fonctionne pas à l'échange. Hein. La persuasion d'un dans les démocraties. Alors, où en étions-nous? Là, j'ai perdu un peu le alors, fil. Oui, non, simplement, là, je voudrais qu'on revienne, et on était parti un peu dans la première partie, mais on n'a pas eu le temps, c'est parce qu'on est parti sur le must et la dollarisation, sur le colp. C'est-à-dire, vous savez, voilà, le colp, création, orientation, etc., planification, l'image des gouvernements Macron et même ceux d'avant. Et justement, vous disiez, voilà comment se crée cette espèce de langage, et c'est au cœur du problème, parce que du matin au soir, du soir au matin, nous écoutons effectivement se dérouler. Il y a une absence totale, on ne sait pas où on va, mais on y va. Alors, ce langage du on y va, comment vous le détaillez? Regardez les élections qui ont eu lieu. Bon, on ne sait pas pourquoi la dissolution a été résolue. Il est inutile même de s'interroger sur la cause, le fait que ça a eu lieu. Bien. Oui. Donc, il y a eu une propagande du gouvernement et le Front National, le Rassemblement national a gagné un certain nombre... Enfin, vous savez, je ne vais pas vous refaire l'histoire. Non, bien sûr. Ce qui s'est mis en place immédiatement est apparue l'expression bloc central. Ouais. Sans que personne ne pose la question, est-ce central et est-ce un bloc? Ce n'était pas un bloc. On voit bien ce que c'est devenu. Pourquoi ça? C'est parce que c'est POLC, le système planification, le plan n'était sûrement pas que le Rassemblement national d'un côté et l'extrême gauche fassent un pareil score. Ouais. Bon. Donc, on a essayé, une fois qu'on a fait ça, de réorganiser les choses. Donc, on a inventé une expression qui est passée comme une lettre à la poste, sans aucun esprit critique de la part des médias en particulier. Il y existe un bloc central. On a bien vu qu'il n'existe pas de bloc central, puisque le bloc est devenu un socle. Oui. Vraiment, à chaque étape, on crée une expression, si vous voulez, qui passe dans le peuple. Pourquoi? Parce qu'on a habitué le peuple à accepter le langage des politiques comme étant un langage naturel, un langage allant de soi. Ouais. Ce sont ceux qui savent plus que nous. Ils sont allés à l'école, ils ont fait normal sup, enfin, pas tout, meilleur seulement, l'ENA, ou même cette fausse grande école qui s'appelle Sciences Po. Bon, faudrait rajouter un T à la fin de l'acronyme. Un T, et on peut ajouter 2 chambres aussi, enfin. Non, mais soyons pas... Oui, mais là, je crois que nous donnons dans la plaisanterie, mais ce sont des plaisanteries qui sont sui generis, en fait. Et en fait, alors, vous dites que le peuple a été habitué, conditionné, on peut dire, à dire, oui, c'est le langage, voilà, de ceux qui nous gouvernent, donc c'est... Je dis pas que c'est vrai, mais donc c'est acceptable et légitime, quelque part. C'est légitime. C'est légitime, et surtout ça donne le sentiment qu'on a une prise sur la réalité. Et la réalité, dans la vie de tous les jours, c'est le temps qui passe. Ouais. On ne réfléchit pas assez à la notion de temps et de durée en politique. Quand on crée des mots, les mots sont censés fixer des réalités, ça vous donne prise sur le temps qui passe. Sur votre avenir, la retraite, etc. Donc, il y a une dimension de... Ce que j'essaie de montrer aussi dans le bouquin, c'est que on navigue entre deux...
ce qui se passe avec le régime actuel, qui est un régime moribond, mais la question que je pose en même temps, est-ce qu'il y a encore un sens de nos jours à poser la question de régime moribond ou en déclin ou non? Je pense qu'on est rentré dans l'autre configuration politique où cela importe peu. On a bien vu à quel point, entre les élections et la nomination du gouvernement, nous avons vécu un véritable coup d'État. C'était un coup d'État soft, et c'était un coup d'État qui s'est joué sur la manipulation de la durée. C'était un coup d'État. C'est-à-dire comment un coup d'État? Expliciter cela Ça ne veut pas qu'un gouvernement démissionne, il s'en va. Démissionner, ça veut dire ne plus avoir de mission. Oui. J'étais stupéfait de voir des collègues, jurisconsultes, qui étaient là à faire du mal aux mouches en essayant d'expliquer que non, on pouvait prendre son temps. Jamais dans l'esprit de ceux qui ont écrit la Constitution de 58 à la suite ce qui était un coup d'État tout de même, coup d'État institutionnel, comme on dit en Amérique latine. Moi j'adore. Ils ont colpo institutionnel. Et juste un mot pour la légèreté. Vous savez que le parti au pouvoir au Mexique a été longtemps le parti révolutionnaire institutionnel. Quand même magnifique. Grand. Vous avez donné une définition du parti gaulliste à la grande époque du gaullisme, à la grande époque du gaullisme, quand nous étions encore quelque chose. Donc je veux dire, c'est que la notion même de régime en déclin ne fonctionne plus. Jadis, on déclinait, puis on avait une autre république. Je crois que c'est tout à fait autre chose. Ça tient à la manipulation de la durée. C'est-à-dire qu'il est devenu tout à fait normal pour le peuple français qu'un gouvernement démissionnaire reste au pouvoir. C'est tout de même extraordinaire. Ouais. On va en reparler tout de suite après une dernière petite pause avant avec vous, Joseph Salazar, et avec nos auditeurs. Qu'on prendra juste après la publicité, mais si vous voulez continuer à réagir ou si vous voulez poser une question, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci Sud Radio pour votre diversité dans les échanges. C'est vrai que c'est une radio libre. Sud Radio, parlons vrai. Cette semaine, écoutez Sud Radio tous les jours entre 7h et 8h pour tenter de remporter votre bon pour un séjour d'une valeur de 1 200 € pour vos prochaines vacances dans les clubs et hôtels Bellambra, en famille ou entre amis. Choisissez parmi 45 clubs et hôtels situés dans les plus beaux endroits de France. Profitez d'équipes dévouées, des clubs pour les enfants de 4 mois à 17 ans, des repas où vous n'aurez qu'à vous mettre les pieds sous la table et des animations pour tous. Bonnes vacances avec Sud Radio, parlons vrai. Leclerc, bonjour. Bonjour, c'est Nathalie, votre primeur Leclerc. Ah, bonjour Nathalie. Vous savez que les légumes français de saison, c'est toujours un bon choix. Bien sûr. Alors aujourd'hui, j'ai choisi pour vos auditeurs de délicieuses endives françaises bien fraîches et craquantes. Ça j'adore, gratinées au jambon. Surtout à 1,89 € le sachet d'1 kilo du 26 au 30 novembre. Ah, pour les prix, vous savez que Leclerc, c'est toujours un bon choix. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Sud Radio, à Morlaix, en DAB+. Sud Radio. Vous êtes prêts pour moi sans tabac? Ma première cigarette, je devais avoir 15-16 ans. Max avait piqué des cigarettes à son père et on s'était retrouvés à l'abribus avec d'autres copains. Et puis d'une clope à l'autre, je suis devenu un sacré fumeur. Un paquet par jour. Mais depuis 3 semaines... Hologramme, voilà. D'ailleurs, les extrêmes me touchent, hein, Sandrine. Philippe Joseph, qu'est-ce que vous pensez de ce triangle d'extrêmes? Est-ce qu'il est isocèle ou équilatéral, votre triangle? Sandrine. Moi, je dirais que je le voyais équilatéral, mais après, tout est possible. Oui, monsieur Salazar. Une idée intéressante, c'est-à-dire que je pense que la franc-maçonnerie serait ravie que le triangle devienne le symbole de la vie politique. Pas mal. Merci Sandrine. En tout cas, merci de votre intervention. Je crois qu'on a Patrick aussi. Oui, nous avons Patrick qui nous appelle de Clermont. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick.
Bonjour tout le monde, bonjour et merci pour cette excellente émission avec Monsieur Salazar. Je me posais quelques questions là, enfin je vais les résumer vite fait. Premièrement, vous parliez des bons communicants, comme par exemple vous preniez l'exemple de ce jeune là de la France insoumise, là Boyard, oui. Je crois vous disiez, ce qui a dû faire rebondir Monsieur Berkov d'ailleurs parce qu'il venait d'incendier Madame Castet enfin voilà. Très bien. Et la deuxième question, c'est ce terme qu'on entend par les politiques, quoi, qui parle de démocratie, égalité, fraternité, qui nous bassine avec ça toute la journée, alors que ça n'existe absolument pas. Enfin, je veux dire en termes objectifs dans ce pays. J'aimerais savoir ce que Monsieur en pense. Et troisièmement, j'ai écouté Monsieur Villepin qui parle superbement bien, aussi bien que Monsieur Boyard. Et pourquoi ces gens-là, qui ont l'intelligence derrière en plus, ne seraient pas représentés sur un plan intellectuel, politique, enfin, etc., pour nos jeunes qui sont en manque de bien savoir parler, de bien savoir communiquer. Voilà mes 3 questions. Philippe-Joseph Salazar, alors. Une question très riche et qui montre que la rhétorique n'a pas tout perdu en France. Sur liberté, égalité, fraternité, le point est très intéressant. C'est parce que ces termes étaient absolument normés à partir de la Révolution française. On savait exactement ce que ça voulait dire. C'était la liberté pour ceux qui croyaient à l'abolition de la monarchie. C'était l'égalité entre les citoyens, y compris les femmes d'ailleurs à l'époque, et c'était la fraternité avec ceux qui admettaient la validité de la République. Il n'y avait aucune liberté, aucune égalité, aucune fraternité pour les rebelles à Toulon ou les rebelles en Vendée. Il faut bien voir que ces 3 termes sont des termes d'exclusion et non pas d'inclusion. Ce qui s'est passé à partir des 70, c'est que c'est très étrange, le transvasement de toutes sortes d'idées qui avaient été agitées de nouveau par la gauche prolétarienne, etc., se sont retrouvées dans le mainstream, j'emploie un mot américain, à dessein, se sont retrouvées dans l'ordre des choses, le courant des choses, de tous les jours, à travers le Parti socialiste. Et ces mots ont adopté une toute autre signification. La liberté est devenue la liberté de faire tout et n'importe quoi. La fraternité s'est ouverte au monde entier, y compris aux martiens si on le pouvait, aux animaux, aux plantes, aux choux-raves, et l'égalité absolue entre tout le monde. En même temps, on nous dit en même temps que les Indiens d'Amazonie sont des êtres exceptionnels. Alors, il faudrait savoir s'ils sont si exceptionnels que cela, et je suppose qu'ils le sont dans leur ordre d'idées, ils ne sont pas tellement égaux à nous. Ce que je veux dire, c'est que ces mots, politiquement, ont tous changé de vocabulaire. Ouais. Philippe-Joseph Salazar, c'est passionnant. Écoutez, on va continuer. Là, on arrive en fin d'émission, mais la semaine prochaine ou là, dans les quelques jours, vous allez revenir et on va continuer vraiment à faire l'inventaire de ces transvasements. Et en attendant, lisez Contre la rhétorique aux éditions du Cerf. Vraiment, ça va vous savez, ça va vous ouvrir. Ouvrez ce livre, il vous ouvrira. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Avec Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français, soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Hier, Axel n'imaginait pas une évolution de carrière. Aujourd'hui, il suit une formation et acquiert de nouvelles compétences dans son métier. Demain, il prendra de nouvelles responsabilités dans l'entreprise et bénéficiera d'une augmentation. Salarié d'une entreprise de moins de 11 personnes, comme Axel, votez pour le syndicat qui fera valoir vos droits. Du 25 novembre au 9 décembre, par courrier ou en ligne sur élection-tpe.travail.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement. Carrefour. Quand vous me dites, non mais on en parle de ceux qui remettent les papiers vides dans les boîtes de chocolat? On vous voit, hein? Eh bien, je vous réponds que pour le Black Friday, il y a 50% de remise immédiate sur le 2e produit Lindor acheté. Et c'est valable sur tout Lindor. Et c'est dès demain et jusqu'au 8 décembre chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Selon disponibilité en magasin, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Sud Radio à Dijon en DAB+. Sud Radio. Wouh! Les ventes flash de la Black Friday Week Amazon sont enfin là. Économisez jusqu'à 35% sur de nombreux produits. De la high-tech à la maison, en passant par les jouets, la beauté et bien plus encore. Wouh! Profitez des ventes flash de la Black Friday Week Amazon.